Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et aujourd'hui, André Berkov est en face-à-face avec Vincent Coussedière, qui est professeur de philosophie, essayiste et auteur de cet ouvrage « Éloge de l'assimilation, critique de l'idéologie migratoire » aux éditions du Rocher. Vincent Coussedière, alors vous allez loin. Il y a eu, Dieu sait si, depuis des décennies déjà, mais surtout en ce moment, avec le multiculturalisme, la cancel culture, le woke et autres calembredaines, eh bien, les histoires d'immigration, d'assimilation, etc., on en discute. Mais je dois dire que ce livre m'a beaucoup interpellé parce qu'il va plus loin. Il va plus loin parce qu'il donne les bases de ce qui s'est passé. Et les bases ne commencent pas uniquement dans les universités américaines et avec les déconstructionnistes Derrida, Foucault et compagnie. Ça va beaucoup plus loin. Ce multiculturalisme, ce sentiment de culpabilité, c'est une haine de soi. Et ce qui est intéressant dans la première partie de votre livre, c'est que vous faites remonter ça à Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, comment? Philosophe de la liberté, progressiste au bon sens du terme, celui qui a toujours dit que justement il fallait être libre, autonome, etc. Et vous montrez que derrière cela, pour des raisons, on ne va pas rester uniquement sur Sartre, mais pour des raisons X et Y, vous montrez que non seulement il a préfiguré effectivement ce multiculturalisme, mais que l'EPS et effectivement avec l'arrivée de Mitterrand, avec SOS Racisme et compagnie, ont donné des bases idéologiques à cela. Et vous parlez aussi des querelles avec le PC, c'est très intéressant en rappelant Georges Marchais à l'époque. Alors, ce multiculturalisme, ce sentiment de culpabilité, de repentance, cette haine de soi, vous dites que ça date d'assez loin. Vincent, oui, tout à fait. Donc, oui. Merci de votre invitation. Alors, effectivement, vous l'avez noté, on parle depuis très longtemps de toutes ces questions. L'immigration, l'assimilation, ce sont des questions qui sont sans arrêt sur la place publique, dans les médias, etc. Je fais remarquer qu'on en parle beaucoup sur un plan parfois économique, historique, sociologique, mais pas tant finalement sur un plan philosophique. Nos grands philosophes politiques, la question de l'immigration, ils ne l'affrontent pas forcément directement. Donc voilà, j'essaie de la poser, cette question, de manière un petit peu sereine, en prenant du recul, vous l'avez noté, en prenant un recul historique qu'on n'a peut-être pas l'habitude de prendre, mais justement pour essayer de poser cette question de manière sereine et aussi de la poser de manière politique. Parce que je note qu'on est toujours dans la morale, cette question, dans le moralisme. Et donc, pour pouvoir reposer cette question sur un plan politique, il faut faire vraiment un effort, une généalogie pour comprendre pourquoi cette question, on n'arrive pas à en parler sereinement. Alors, allons-y pour la généalogie. Voilà, et donc du coup, je fais la généalogie de ce que j'appelle l'idéologie migratoire, qui est une idéologie qui culpabilise en fait les réflexions sur cette question, qui a tendance à dire, voilà, dès qu'on parle d'immigration, c'est du racisme, c'est de la xénophobie. Et donc je remonte effectivement à l'immédiate après-guerre et à certains textes de Jean-Paul Sartre. C'est peut-être ce qui est un peu nouveau effectivement dans le livre, mais je pense que c'est important, parce que si on a du mal à en sortir, c'est parce que ça vient de loin, cette idéologie migratoire. Et la culpabilité qui pèse finalement sur nous, parce que assimiler les étrangers, on y reviendra, c'est déjà être fier de soi, c'est ne pas avoir honte de soi. Assimiler, ça suppose de présenter un modèle attirant. Des valeurs qui nous plaisent, oui. Absolument. Voilà, et donc j'essaie de montrer que en fait, cette honte de soi, cette sentiment de repentance qui a été noté par plusieurs observateurs, Pascal Brunner avait fait un livre sur la tyrannie de la pénitence, mais j'essaie les sanglots de l'homme blanc. Voilà, mais j'essaie de monter encore plus en amont et de comprendre l'articulation entre cette honte et la période de l'occupation et l'effondrement de 1940. Et je pense qu'il faut vraiment faire cet effort pour comprendre la profondeur. C'est là que ça se noue, et c'est là que ça se noue chez Jean-Paul Sartre. Puisque j'essaie de montrer que Jean-Paul Sartre, il n'a pas été tout à fait clair pendant l'occupation. Avant l'occupation, il n'avait pas la lucidité d'un Raymond Aron. Raymond Aron, dans ses mémoires, note qu'il prend un pot avec Sartre et Simone de Beauvoir en 1938 au moment de l'Anschluss. Et Sartre est un petit peu, il ne prend pas la mesure de ce qui est en train de se passer. Sartre ensuite va être emprisonné en 40, il va être libéré en 42 sur un faux certificat médical, et là il va avoir des velléités, quand il va revenir en 42 à Paris, il va avoir des velléités un petit peu de résistance, tout ça est montré dans la biographie monumentale d'Annie Cohen-Soal sur Sartre.
Et donc, en fait, c'est un peu de la gesticulation, parce que par ailleurs, il accepte de prendre un poste de professeur de philosophie qui remplace un professeur juif qui a été dégagé. Il publie dans une revue qui est homologuée par l'occupant, Comédia. Il fait jouer les mouches. Etc. Donc, il a une attitude très ambiguë. Certains qui voulaient vraiment résister, comme Cavaillès, l'ont fait. D'ailleurs, il y a eu un entretien très rapide entre Sartre et Cavaillès. Cavaillès n'a pas pris au sérieux, apparemment, Sartre, si vous voulez, sur ses velléités de résistance. Et donc, j'ai l'impression que Sartre, il a vécu toute cette période d'une manière un petit peu, voilà, avec un sentiment de manquement, un petit peu de honte de lui-même, honte de lui-même qu'on retrouve dans d'autres œuvres non politiques de Sartre, vous voyez. Et donc, mon hypothèse, c'est que Sartre va essayer de rattraper. Voilà. Il a voulu exactement. Après-guerre, il a voulu se racheter. Il a voulu se racheter et il a voulu rattraper ce manquement finalement. Et c'est ce fameux ouvrage Réflexion sur la question juive qui n'a jamais été lu un petit peu comme je le propose, si vous voulez, c'est-à-dire sans prendre le biais justement de l'analyse uniquement de l'antisémitisme, etc., mais en voyant que c'est un ouvrage aussi qui critique. C'est pas seulement un ouvrage pour défendre les Juifs par rapport à l'antisémitisme, mais c'est un ouvrage qui critique aussi la démocratie assimilationniste. Et là, je pointe à un passage très précis du livre de Sartre, où il fait un parallèle absolument, à mon avis, assez insupportable, entre le sort effectivement insupportable fait aux Juifs et les lois d'assimilation américaines, et par extension, la démocratie occidentale. Et en fait, pour faire un raccourci, il nous dit un peu que le sort que nous faisons subir aux immigrés par l'assimilation, eh bien, il est un peu comparable au sort abominable fait aux Juifs, et c'est une sorte de meurtre identitaire. Et là, je fais un espèce de raccourci historique de Sartre à Erdogan, puisqu'on sait très bien que Erdogan fait sa propagande là-dessus. Quand il va visiter en France ou en Allemagne ses ressortissants, il dit, en fait, l'assimilation est un crime contre l'humanité. Oui, c'est pas ce que dit Sartre. N'assimilons pas Sartre à Erdogan. Mais il faut regarder le texte, les textes que je cite, en tout cas, il joue sur des amalgames vraiment extrêmement discutable. On va en parler tout de suite après les informations, Vincent Cousdière. En tout cas, c'est intéressant, vous soulevez des lièvres, et les lièvres ont la nécessité d'être soulevés. Allez, puis vous aussi, vous pourrez réagir au 0826 300 300 vers 13h15. Vous réagissez évidemment et vous posez des questions à notre invité, mais aussi sur cette étude Fontanet, jugée comme bidonnée et télécommandée par notre invité Vincent Pavant. Et puis, évidemment, l'irresponsabilité du criminel de Sarah Halimi. Tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et oui, dans tous les États, et nous sommes tous dans tous les États, et heureusement d'ailleurs, avec Vincent Cousdière, et nous parlions effectivement de son livre, et son livre a le mérite de montrer l'antériorité et la tradition qui remonte justement à la Seconde Guerre mondiale, à 1945, de cette idéologie du multiculturalisme, de la culpabilité, d'une certaine haine de soi, de la repentance, etc., etc., et ça date. Et d'ailleurs, et avec le rôle de Sartre, qui a fait des choses formidables, mais qui a fait des choses peut-être un peu plus ou beaucoup plus contestable. Et je voudrais juste, Vincent Cousdière, vous citer la préface de Sartre à Fanon. Quand même, je voudrais la rappeler, parce que c'est à Frantz Fanon, Les damnés de la terre. Et il dit ceci, il écrit ceci. « Car en un premier temps de la révolte, il faut tuer. Il faut tuer. Abattre un Européen, c'est faire d'une pierre deux coups, supprimer en même temps un oppresseur et un opprimé, reste un homme mort et un homme libre. » C'est quand même pas mal, ça. Oui, c'est un passage qui est assez connu, assez célèbre, qui est assez effrayant, effectivement. Et d'ailleurs, ce passage a été repris et détourné par l'égérie des indigènes de la République, Ouria Boutedjad, qui, dans un livre, Les Juifs, les Blancs et nous, titre sympathique, dans la préface de ce livre, qui s'appelle d'ailleurs Fusiller Sartre, assez paradoxal, mais en fait, Fusiller Sartre, c'est un petit peu dépasser le père en étant encore plus radical que lui. Et bien, dans ce livre, elle détourne ce texte de Sartre et elle le transfère en disant tuer un Israélien, c'est libérer, voilà, les Palestiniens, etc., faire d'une pierre deux coups, etc. Donc, vous voyez, Sartre a travaillé. Il a travaillé le gauchisme, si vous voulez, de manière souterraine, jusqu'à aujourd'hui nos mouvements les plus connus, des coloniaux, etc. Oui. L'antiracisme, je prends aussi cette formule de Sartre dans la préface à Orphée Noire, la formule où il parle d'un
racisme antiraciste. Donc il y aurait un bon racisme. Il y a un bon racisme quand il est antiraciste, si vous voulez. Et donc, vraiment, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Alors, il faut bien comprendre ce que je veux dire. Quand je dis que Sartre, c'est l'idée d'être un peu précurseur de tout ça, je ne veux pas dire que c'est pas seulement dans une logique d'histoire des idées, d'influence mécanique des idées, si vous voulez, mais c'est un premier déploiement logique de la logique du multiculturalisme. Voilà. Ceci dit, même en termes d'histoire des idées, Sartre va avoir un rôle très important. Il va influencer toute la gauche, si vous voulez. Une fois que la gauche aura un petit peu pris ses distances avec le stalinisme, Sartre, c'est vraiment le pionnier du gauchisme. Et c'est celui qui va orienter la gauche, non plus vers le prolétariat comme victime, mais vers toutes sortes d'autres victimes. C'est lui, vous voulez dire bien avant Terra Nova, bien avant tout ça. Voilà, bien avant tout ça, on a déjà c'est le patron de la dérive multiculturelle du gauchisme, si vous voulez. C'est celui qui va remplacer la victime du prolétariat par d'autres victimes, le juif, le noir, le colonisé, la femme, etc. Le prolétariat substitution, comme on l'a exactement, parlé. Exactement. Donc voilà. Et ensuite, alors faut pas oublier qu'en 68, ça on l'oublie souvent, Sartre a été un héros d'une certaine partie de 68. C'est-à-dire que des gens comme Mendit, comme les gens qui sont dans ce qu'on appelle un peu le gauchisme culturel, Jean-Pierre Le Goff, que vous avez reçu récemment, appelle le gauchisme culturel. Ces gens-là avait Sartre comme patron. Le structuralisme a été un peu mis de côté. Il y avait la banderole, les structures ne descendent pas dans la rue. Et c'était Sartre, parce que chez Sartre, il y a cette espèce de confusion où la subjectivité va prendre la place du prolétariat, l'identité, justement. Et c'est ça qui va être le ferment de nouvelles formes de révolution. Voyez. Et puis Sartre avait son charme résidant dans son immense talent de dramaturge, de romancier, etc. Voilà, il avait plusieurs cordes à son arc. Il avait ce charisme-là qui était très fort. Plusieurs cordes à son arc. C'est un intellectuel, c'est vraiment le modèle de l'intellectuel universel, si vous voulez. Alors justement, je voudrais qu'on élargisse le débat au-delà de Sartre, et puisque c'est vraiment le cœur de votre livre, cela, c'est au fond, vous dites, critique de l'idéologie migratoire et éloge de l'assimilation. Alors, par rapport à l'idéologie migratoire, assimilation, intégration, inclusion. Alors ces mots sont employés du matin au soir et du soir au matin. En fait, qu'est-ce qui signifie aujourd'hui, nous sommes en 2021, qu'est-ce qui signifie encore aujourd'hui, Vincent Cousdière ? Alors, ce que j'explique, c'est que justement, le procès qu'on fait à l'assimilation, et ce qui fait qu'on a renoncé à l'assimilation, c'est qu'on reproche à l'assimilation de nier l'altérité de l'étranger. C'est ça qu'on reproche à l'assimilation. Elle réduit l'autre au même. Et Sartre, donc, est à l'origine de ça, on n'y revient plus. Maintenant, justement, on a accepter un petit peu ce procès de l'assimilation, et du coup, on a voulu trouver une politique plus équilibrée qu'on a appelée l'intégration. Cette politique, je dis qu'elle s'est développée à la fin des années 80, début des années 90, avec la création du Haut Conseil à l'intégration par Michel Rocard en 90, suite à la fameuse affaire des foulards de Creil en 89. Oui. Et donc, ce que j'essaie de montrer, c'est que l'intégration peut nous paraître justement une forme de lucidité, une forme de chercher à sauvegarder une identité nationale, etc. Or, ce que j'essaie de montrer, c'est que cette intégration, en fait, elle ne revient pas sur l'abandon de l'assimilation. Elle a intégré la critique de l'assimilation. Et donc, l'intégration, l'idée, ça va être de dire, on respecte l'identité de l'étranger dans la sphère privée, et on lui demande simplement de s'intégrer par les lois, c'est-à-dire d'obéir aux lois, d'être un bon citoyen qui a des droits et des devoirs. Donc, si vous voulez, l'intégration, on pourrait appeler ça une assimilation juridique et politique. Or, en respectant les lois de la République, quand même. Absolument, absolument, tout à fait. Mais donc, l'intégration, c'est le fait de ne penser l'assimilation que comme assimilation juridique et politique. Je ne dis pas que c'est pas important. Bien évidemment que c'est fondamental de respecter les lois, de participer éventuellement à leur élaboration en étant citoyen. Tout ça est très important. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a là une forme d'idéalisme. Parce que pour être pleinement citoyen sur le plan des lois, il faut aussi, en partie, être assimilé sur le plan des mœurs. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre les mœurs et la loi. Pour prendre un exemple privé et la vie publique. Exactement. Oui. Pour prendre un exemple très simple, si dans le domaine de la vie privée ou du privé, ensuite le privé en plus c'est une notion
qu'il faudrait préciser. Il y a l'intimité, il y a le privé, il y a la sphère associative, par exemple, etc. Mais si dans cette sphère-là, on laisse se développer, par exemple, des mœurs qui contestent totalement l'égalité homme-femme, comment penser que dans la sphère publique, on va être à l'aise avec des lois qui cherchent à établir cette égalité, si vous voulez. Donc il y a une articulation entre les mœurs et la loi. Il n'y a pas une simple séparation. Et toute la difficulté, c'est cette articulation. Et alors, justement, et c'est là où on voit très bien que le problème est là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui placent, et après tout, ils sont sincères, les lois, mettons, de telle ou telle religion, au-dessus des lois de la République. Et là, c'est là où le bas blesse, et on le voit tous les jours aujourd'hui, dans un certain nombre de cas. Mais le problème aussi, c'est que justement, on a mis l'autre peut-être en plus que soi, c'est-à-dire ne sachant plus ce que c'est que la France, ou les valeurs françaises, ou l'identité française, on respecte l'identité de l'autre beaucoup plus qu'on respecte sa propre identité. Alors, ça. Oui, tout à fait. Alors vous avez aussi pointé la question de la religion. Donc disons-le, parlons de la question aussi de l'islam, et de l'immigration dans son lien à l'islam. Je pense que poser les problèmes en termes de religion, dire la religion, se placer sur le plan de la religion, c'est un peu abstrait. C'est-à-dire que les religions se positionnent différemment par rapport aux mœurs, justement. C'est-à-dire par rapport à leur normativité. C'est-à-dire que le problème avec l'islam, c'est que c'est une religion, c'est une orthopraxie. Donc c'est une religion qui impose toute une série de normes sur le plan des... Voilà, sur le plan des mœurs, d'ailleurs, il n'y a pas seulement l'islam, le judaïsme aussi. Sûr, absolument. Donc voilà, donc il y a un côté extrêmement normatif sur le plan des mœurs, et donc il est plus difficile de faire la séparation entre ce qui est du domaine des mœurs et ce qui est du domaine de la loi. Donc voilà, peut-être qu'on a eu une certaine naïveté par rapport à l'islam, puisqu'on a vu l'islam comme une religion qui était simplement une foi, qui était déjà dans notre logique à nous, dans la logique du privé, la distinction du privé et du public, alors que l'islam a, pour des raisons historiques, a du mal avec cette séparation, vous voyez. Et donc, on a tout placé, on a posé la question de l'assimilation sur le plan de la laïcité. Et j'essaie d'expliquer qu'on a pris un peu le problème à l'envers, si vous voulez, parce que au lieu d'avoir une politique de l'immigration, une politique par rapport aux étrangers, on a laissé les vannes un petit peu ouvertes, on a renoncé par culpabilité à avoir une politique à l'égard des étrangers, alors qu'il n'y a aucune honte à avoir une politique à l'égard des étrangers. Regardons les autres pays, regardons le Japon, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'immigration au Japon. Bon, après c'est des choix, c'est pas forcément une bonne chose parce que le Japon a des problèmes de natalité, ça pose d'autres problèmes, mais en tout cas, tout pays souverain est en droit d'avoir une politique par rapport aux étrangers, vous voyez. Or, comme nous avons renoncé par culpabilité, par culpabilisation raciste, dès qu'on a une politique par rapport aux étrangers, on est raciste, eh bien, on s'est retrouvé avec une immigration donc de masse, si vous voulez, liée à l'islam, et on a brandi la laïcité comme la baguette magique qui allait permettre l'assimilation. Voilà. Au lieu d'abord de se poser la question de l'assimilation, on a remplacé l'assimilation par la laïcité. Or, la laïcité, c'est la neutralité de l'État en matière religieuse. Et on a en fait confondu la neutralité de l'État en matière religieuse et la neutralité de l'État en matière de mœurs, en matière de morale, en matière justement... Et on a confondu les deux, si vous voulez. Or, la neutralité de l'État en matière religieuse, ça ne veut pas dire que l'État est neutre en matière morale et politique, si vous voulez. L'État ne cesse par sa législation, par l'éducation nationale, d'influer sur les mœurs, même s'il ne le fait pas de manière directe, il influe sur les mœurs. Que ce soit la PMA, que ce soit la GPA, que ce soit le mariage pour tous. Bien sûr, à travers le travail du législateur, etc. Donc, si vous voulez, cette séparation, elle est un petit peu abstraite. Et pourquoi ça ? Parce que c'est l'antitotalitarisme, si vous voulez. C'est la peur. Parce que cette séparation privé-public, c'est aussi l'argument, si vous voulez, qui a opposé démocratie-totalitarisme. Sauf que c'est plus compliqué que ça. Et que même les démocraties, et d'ailleurs Rousseau le dit déjà lui-même dans le contrat social, le législateur, il doit accepter d'intervenir aussi sur les mœurs, de manière peut-être indirecte, de manière, mais ça ne veut pas dire totalitarisme immédiatement.
C'est tout le problème, on va en parler juste après ça avec les auditeurs de Sud Radio. Et oui, avec vous qui nous appelez au 0826 300 300, vous venez poser des questions à Vincent Coussaudière sur l'assimilation. Vous pouvez aussi réagir aux autres sujets. Le criminel de Sarah Halimi jugé irresponsable, et puis l'étude Fontanet qui serait une étude bidonnée, une étude télécommandée. C'est en tout cas les propos qu'avait notre invité Vincent Pavant. Vous réagissez à tous ces sujets, 0826 300 300. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vincent Coussaudière, professeur de philosophie, essayiste, éloge de l'assimilation, critique de l'idéologie migratoire aux éditions du Rocher. Un livre passionnant que je vous recommande parce que, effectivement, il rappelle un certain nombre de poteaux indicateurs qui datent de bien avant, et même d'avant SOS Racisme, et même d'avant toute cette culture woke dont on parle aujourd'hui du matin au soir et du soir au matin. Je rappelle deux choses, enfin, vous rappelez dans votre livre deux choses. En 1974, voici ce qu'on déclarait aux assises du PS. Que Mitterrand venait de reprendre en 71, je rappelle. Le socialisme autogestionnaire repose sur le pluralisme. Il reconnaît à toutes les minorités le droit à la différence et l'affirmation de leur identité collective. Cette égalité des droits avec les nationaux doit être complétée par un droit des travailleurs immigrés à la différence, maintien de la langue et de la culture maternelle. Tout cela peut tout à fait s'envisager, bel et bien. Mais, en continuant avec le projet socialiste pour la France des années 80. Voici ce que dit le projet socialiste de la France des années 80, que rappelle Vincent Coussaudière. Les socialistes entendent reconnaître aux immigrés le droit à leur identité culturelle. La transmission de la connaissance et de la culture nationale à leurs enfants sera favorisée par tous les moyens. Car il n'est pas question de rompre avec leur pays d'origine. Il faut préparer les nations les plus riches, dont la France, à envisager leur avenir en termes communautaires. Or, si c'est très bien de garder des origines, et moi le premier je peux en parler de cela, et puis beaucoup d'autres, Romain Gary et autres, mais comment peut-on faire une assimilation si on dit qu'on envisage notre avenir en termes communautaires, Vincent Coussaudière? C'est quand même un sacré paradoxe. Ça. Ces passages sont très intéressants parce qu'ils montrent l'ancienneté du thème multiculturel à l'intérieur du Parti socialiste. Mais en même temps, je montre qu'il y a eu une division interne au Parti socialiste. Il y a ce courant multiculturel qui va finalement donner SOS Racisme, mais il y a aussi le courant de Chevènement qui va chercher à résister à ce multiculturalisme. Il n'a pas beaucoup résisté d'ailleurs. Il va chercher, il va prétendre résister. J'essaie de montrer que cette soi-disant résistance, finalement, justement parce qu'elle se fait sous l'aune de l'intégration et non pas de l'assimilation, va finalement échouer. Et Chevènement, c'est celui qui d'un côté va dire intégration, et de l'autre côté va laisser les vannes ouvertes. Et donc c'est comme si on pensait que les choses peuvent se faire de manière mécanique et que l'État est une machine à intégrer, quel que soit le nombre. Donc Chevènement a une responsabilité aussi par rapport à ça. Alors, sur ce que vous disiez sur l'assimilation, c'est pas un abandon des origines, si vous voulez. Alors, j'insiste là-dessus parce que j'essaie justement de sortir de ce procès fait à l'assimilation. L'assimilation ne nous demande pas d'abandonner ce que nous sommes. Elle nous demande de le transformer. Elle nous demande éventuellement de le sublimer. Ça ne veut pas dire abandonner. Si on va prendre une métaphore, si vous voulez, dans un autre domaine psychanalytique, ce que Freud appelle la sublimation. On n'abandonne pas la mer. On n'abandonne jamais la mer. On transforme le rapport à la mer. Et les origines, si vous voulez, symboliquement, c'est un peu la même chose. On va transformer ça pour accéder à autre chose dans un processus de travail sur soi. Mais on ne le nie pas. On ne le nie pas. C'est pas une négation. C'est une transformation, mais qui implique un travail sur soi. Et en partie un travail de deuil aussi, quand même. Voyez, puisque c'est une transformation du rapport. Et qu'est-ce qui va permettre cette transformation? C'est qu'on accède à quelque chose éventuellement de plus riche et de plus satisfaisant. Alors c'est là le problème. Est-ce qu'on propose cette nation, est-ce qu'on propose un projet collectif qui puisse justifier un certain travail d'abandon? Mais juste, Vincent Coussaudière, pour être très précis avec nous, avec nos auditeurs, écoutez, Romain Gary était russe, comme il disait, je rappelle toujours cette phrase de Romain Gary très connue, je n'ai pas une goutte de sang français, mais c'est la France tout entière qui coule dans mes veines. Picasso est resté espagnol, mais il était complètement français. C'est-à-dire, je vois pas, il n'y a pas une opposition là. À partir du moment où on accepte un certain nombre de valeurs et où on ne considère pas que ses origines dominent tout. Alors, il n'y a pas forcément d'opposition. Mais il ne faut pas être non plus dans la naïveté et de croire qu'il y a aussi forcément
enrichissement, voilà, et caractère cumulable, si vous voulez. Parce que tout n'est pas cumulable. Les modèles culturels, les modèles de mœurs, il y a des choses qui sont cumulables. L'exemple très simple, un peu bébête qu'on prend tout le temps, c'est la cuisine. Ah, mais oui, la cuisine, il n'y a pas de souci, etc. Effectivement. Et en plus, ça pourrait être discutable. Parce que même la cuisine, tout n'est pas forcément compatible. Donc on prend toujours cet exemple. Mais sur certains plans, qui sont ceux de la morale, qui sont ceux de la politique, qui sont ceux de l'égalité entre les hommes et les femmes, qui sont ceux du rapport à l'animal, qui sont ceux du rapport à Dieu à la place de la religion, eh bien là, il peut y avoir des contradictions. Je dis, il peut y avoir des contradictions. Et à ce moment-là, il y a des choix à faire. Or, on refuse de voir ça aujourd'hui. On refuse de voir quelque chose qui d'ailleurs fait partie de la condition humaine. Il y a une certaine tragédie de la condition humaine, parce que nous nous assimilons chacun à l'intérieur de nations, de civilisations qui ont une cohérence, mais qui sont plurielles, qui ont aussi des contradictions. Et donc, il faut aussi accepter ce caractère pluriel de l'humanité qui s'assimile autour de modèles qui forment une civilisation dans sa cohérence, mais tout ça n'est pas totalement compatible et universel. Ça veut dire quelque chose de très précis qu'il faut rappeler et que vous rappelez. Clémence. Alors oui, on va donner la parole à nos auditeurs et tout de suite la parole à Luc qui nous appelle du Val-de-Marne. Bonjour Luc. Oui, bonjour Luc. Bonjour André Berkoff, bonjour Clémence, bonjour à votre invité. Bonjour. Je viens répondre à votre invité sur ce qu'il vient de dire concernant l'assimilation par les lois et par la vie de tous les jours. Je sors de chez un pizzaiolo que je connais bien. J'ai été chercher une pizza en click and collect et il y avait un livreur d'une marque, il était Deliveroo, Uber, peu importe, qui devant nous a refusé, à l'instant, il y a une demi-heure, a refusé de prendre une commande parce qu'il y avait une bière à l'intérieur du sac. Alors effectivement, c'est anodin, c'est peu de choses. Mais rien n'est anodin, oui. C'est le genre de... Ça peut paraître puéril que je dise ça. Mais j'ai des amis juifs, par exemple, qui ne se font pas livrer ce genre de choses parce qu'ils ont peur qu'on mette des choses dedans, du verre, qu'on crache. Vous voyez ce que je veux dire? Ça impacte, toutes ces petites choses impactent la vie de tout un tas de gens tous les jours parce que on se laisse bouffer littéralement par ce genre de choses. La laïcité n'y fait rien. Excusez-moi d'être un petit peu... Là, ils s'en foutent de notre laïcité. Ça ne les intéresse pas. Ils n'ont même pas de mots pour dire ce que c'est. Donc, ce n'est pas un problème. Et je crois que moi, quand je suis un fidèle auditeur et de temps en temps, j'interviens chez vous, quand j'entends tout le monde, des gens que j'aime beaucoup, de Villiers, tout ça, vous-même, on dit il faut combattre ceci, il faut combattre cela et tout. Mais comment peut-on le faire au jour d'aujourd'hui? Comment peut-on le faire? Comment peut-on combattre les permis qui sont accordés aux mosquées? Je suis promoteur immobilier. À chaque fois que je suis allé devant le tribunal administratif pour un problème de permis, j'ai perdu. Et pour la mosquée Albertville, il gagne. Qui signe ces permis? Qui donne ces autorisations? Ils ont le droit de refuser cela pour plein de motifs. Vous comprenez? On leur laisse la porte ouverte. Je lisais il y a 2 jours que M. Blanquer a signé une convention avec son homologue turc pour que les enfants apprennent le turc en l'école primaire 1h30 par semaine. Et en contrepartie, on dit que Erdogan commence à pousser le bouchon un peu loin. Il n'y a aucune cohérence, strictement aucune cohérence. Luc, on va en parler tout de suite après ça. Et Vincent Cousdière va vous répondre et là, vous poser une vraie question. À tout de suite. Et vous continuez de nous appeler 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et la discussion continue avec Vincent Coussaudière, auteur de L'éloge de l'assimilation, critique de l'idéologie migratoire aux éditions du Rocher, avec André Berkoff, mais avec vous aussi, et Luc, qui nous avait posé une question 0826 300 300. Alors Vincent Cousdière, vous avez écouté Luc en disant, écoutez, oui, tout ça c'est très bien, mais effectivement, il a donné un certain nombre d'exemples de pizzaiolo avec la bière, en disant, je refuse de prendre une bière parce que ça, je veux pas porter ça, jusqu'à telle ou telle chose, jusqu'à effectivement la mosquée de Strasbourg. Au fond, on a l'impression que
que ce soit de droite ou de gauche ou le PS ou autre, tout ça est battu en brèche par quelque chose qui, par l'impuissance, je ne sais pas de qui, au bon niveau. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais dans la question de votre auditeur, il y avait deux niveaux. Hein. Il a pris deux exemples de niveaux différents, et en même temps qui allaient un peu dans le même sens. Il a pris l'exemple, donc je dirais qu'un exemple qui se situe au niveau des mœurs, hein, c'est-à-dire effectivement refuser de livrer une bière, hein, et puis il a pris l'exemple des questions actuelles sur les mosquées, le financement des mosquées, alors que ça soit celle de Strasbourg, de Miligorus et Albertville. Et le permis. Voilà, et là, Albertville, c'est encore plus... Oui, le problème, c'est sur le permis lui-même de construire, et là, il ne s'agit pas d'une mosquée, puisque la mosquée, d'après ce que j'ai compris, existe déjà, mais il s'agit de classes, d'écoles, etc. Hein. Alors, ça renvoie à la question, alors, quelle est la place qu'on veut donner à l'islam en France, hein, et dans quelle mesure notre laïcité est un dispositif qui est suffisant pour garantir l'assimilation de l'islam. Est-ce qu'il l'est ou pas ? L'assimilation de l'islam. Oui. Alors, est-ce qu'il l'est ou pas ? Alors, il y a plusieurs choses. Première chose, il y a des difficultés. L'islam, propose un défi pour le dispositif de la loi de 1905 à plusieurs niveaux. Hein, d'abord parce que il est une orthopraxie, on l'a dit, il n'est pas seulement une fois, mais il est normatif. On le voit pour l'alcool, par exemple, etc. Il ne possède pas vraiment d'interlocuteur identifié, c'est le problème de l'absence de clergé véritable avec le CFCM, avec la difficulté pour l'État d'avoir un interlocuteur. Le statut de la femme, la question du statut du Coran, créé, de la liberté de conscience, l'apostasie. Donc il y a toute une série de questions qui sont extrêmement difficiles et on ne peut pas raisonner en termes de religion en général, et que la laïcité va nous permettre d'assimiler l'islam comme ça. Donc je pense qu'on a été naïf par rapport à ça. Et il est évident que ces questions posées par l'islam, une religion, c'est pas une essence platonicienne qui vole dans l'air. Une religion, c'est les gens qui la pratiquent et la propagent. C'est pour ça que moi, je renvoie de cette question de l'islam à la question de l'immigration. La présence de l'islam, c'est par le biais de l'immigration. Ces difficultés qui sont réelles auraient pu être résolues de manière plus facile si nous n'étions pas face à une pratique maintenant de masse et à des gens à qui on a laissé croire dès le départ qu'ils allaient pouvoir pratiquer leur religion comme ils la pratiquent dans leur pays. Donc on s'est mis dans une situation un petit peu compliquée. Et maintenant on ne peut pas non plus tout d'un coup retirer nos billes et dire non c'est fini, vous n'avez plus de lieu de culte, etc. Vous voyez. Donc le législateur s'est mis dans une position parce qu'il a refusé d'avoir une politique de l'immigration. Si on voulait contrôler et réguler la présence de l'islam, il fallait le faire aux frontières, par le biais de l'immigration. Là, on se met dans un combat un peu civilisationnel de la laïcité par rapport à l'islam, comme si on allait changer l'islam d'ailleurs. Vous voyez, je ne suis pas non plus sur les positions un peu de gens sur la laïcité qui pensent que la laïcité est une chance pour l'islam, la laïcité va réformer l'islam. C'est un peu se prendre la grenouille qui se fait plus grosse que le bœuf, si vous voulez. Cela dit, Vincent, il y a plus d'1 milliard de musulmans dans le monde. Oui, mais ils ne sont pas tous, j'allais dire simplement, ils ne sont pas tous. Il y a beaucoup de musulmans ou athées ou laïcs. Mais absolument, rien à faire, il y en a énormément. Et notre modèle d'assimilation a très longtemps fonctionné. Mais il a fonctionné parce que l'assimilation a des conditions de possibilité. Le nombre, le désir de s'assimiler. Il y a énormément de musulmans, bien évidemment, qui ont envie de vivre un islam laïque, un islam dans la sphère privée, bien évidemment. Mais si vous voulez, on a laissé un petit peu les choses se faire de telle sorte que, par leur nombre et par la variante islamiste de l'islam qui pèse institutionnellement sur ces musulmans qui voudraient vivre de manière peut-être laïque l'islam, eh bien, on s'est mis dans une situation... Miligorus quand même, mais ça fait des années qu'on connaît Miligorus. Il y a 200 mosquées Miligorus en France. On connaît cette association. On sait que c'est vraiment une variante islamiste de l'islam. Donc, si vous voulez, la question, à la limite, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Les financements publics pour la mosquée de Strasbourg. Mais est-ce que c'est vraiment le problème ? Le problème, c'est qu'une association comme Miligorus, est-ce qu'elle devrait être autorisée ? Puisque, et là, alors, vous voyez, à la fois, la laïcité n'est pas suffisante, mais en même temps, il faudrait déjà l'utiliser dans sa plénitude, ce qu'on ne fait même pas. On ne fait même plus. Déjà, il faudrait l'utiliser dans sa plénitude, ce qui permettrait une certaine régulation. Clémence. Alors, on donne la parole à Mathieu, qui nous appelle de Seine-et-Marne. Bonjour Mathieu. Oui, bonjour Mathieu. Bonjour Clémence, bonjour André, bonjour à votre invité.
Tout d'abord, un petit message de soutien. Je sais que YouTube vous embête en ce moment, mais ça fait qu'on est quand même nombreux à vous soutenir. Merci, mais j'espère que ça ira, je pense que ça ira. Merci en tout cas de votre soutien, c'est très important. On est là. Oui, moi je voulais un petit peu rebondir par rapport à l'étude, semble-t-il faussée, par rapport au restaurant. Oui. Bon, au bout d'un an, à titre personnel, mais je pense qu'on est assez nombreux, on s'en étonne même plus malheureusement. C'est pas la première fois que le temps faisant, on s'aperçoit que les choses sont un petit peu manipulées et truquées. Moi, j'ai un exemple un petit peu de l'hypocrisie dans laquelle on vit depuis un an. C'est par exemple le marché de Rungis, où de par mon travail, je suis amené à y aller. Les restaurants sont ouverts depuis quelques temps, sur le principe que c'est un marché international avec nombre de salariés et nombre de transporteurs. Il n'y a pas eu de cluster avéré. Et les restaurants sont ouverts, on peut manger à table et se faire servir à table, etc. à Rungis. Il y a certains restaurants qui sont ouverts. Non, mais c'est bien de le rappeler, oui. Exactement, et moi je ne dénonce pas du tout ça, au contraire, moi je serais pour tout rouvrir. Je comprends bien sûr. On se trouve sur du 2 poids 2 mesures, et si je peux me permettre, vu que je passe à la radio, moi j'alerte vraiment les restaurateurs de France de commencer à s'insurger, parce que il sera bientôt trop tard, et malheureusement l'art de vivre à la française qu'on connaît est en train de plus en plus nous échapper au profit des Uber Eats, des Deliveroo, etc. On va nous amener à une restauration complètement différente, beaucoup moins partagée et beaucoup moins humaine, tout simplement. Ce sera la disparition d'une certaine identité. Justement, on parlait d'identité. Si l'art de vivre à la française disparaît, les bistrots disparaissent, les petits restaurants qui disparaissent, etc. On sait très bien ce que ça donne. Oui, Mathieu. Voilà, juste par rapport à votre invité aussi, l'intervention de Villiers en début de semaine qui était très intéressante. Moi, j'ai juste des faits à donner. Le Schrapp, dans son livre Le Great Reset, a dit texto 75% des restaurants indépendants ne survivront pas à ces nouvelles mesures de distanciation, etc. Donc, à un moment, il faut vraiment se réveiller. Eh bien, écoutez, ça dépend de chacun d'entre nous, Mathieu. Ça dépend vraiment de chacun d'entre nous. Merci. Clémence. Merci à vous. Merci beaucoup Mathieu. On donne la parole à Yannick qui nous appelle de Strasbourg. Bonjour Yannick. Oui, bonjour à tous. Oui, bonjour Yannick. Écoutez, moi j'ai une réflexion par rapport à la laïcité. Par rapport à la chrétienté, on va dire que la laïcité a comme effet de séparer l'Église de l'État. Voilà, exactement. Oui. Et j'ai l'impression que cette laïcité est en train de se retourner contre nous. Et en fin de compte est en train de passer de diminuer l'influence de la religion sur l'État à donner le droit à chacun de pouvoir exercer librement sa religion, ce qui est une bonne chose. Mais je pense que j'irai même plus loin. Est-ce que la République n'est pas en train de se retourner contre la France en fin de compte? Est-ce que la République n'est pas excusez-moi du terme, le virus qui va ranger la France de l'intérieur, qui va détruire l'identité française, en essayant de mettre en place, de faire croire à une utopie? Est-ce que la République n'est pas une utopie qui est en train de détruire l'identité française? Vous parlez de cette République laïque que nous vivons aujourd'hui, c'est ça? Oui, la République française, moi je fais bien la distinction. Bon, la République a quand même, excusez-moi, a quand même été déterrée les restes des rois de France à Saint-Denis et les a fait disparaître à tout jamais pour tenter de faire disparaître l'identité, les racines de. Est-ce que la République n'est pas devenue un mal en fin de compte pour la France? Je me pose la question. Vincent Cousdière, par rapport à la laïcité de la République. Oui, j'ai une formule dans le livre, je dis que la neutralité laïque finit par être une neutralisation de l'assimilation. Et donc, il faut comprendre ce que c'est que la neutralité laïque. C'est une neutralité donc de l'État en matière de liberté de conscience, de religion. L'État ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte. Très bien. Mais cette neutralité, elle vient aussi d'une affirmation, d'une conviction. Le fondement de cette neutralité n'est pas neutre. C'est-à-dire que le fondement de cette neutralité laïque, c'est l'attachement à la liberté de la raison, à l'autonomie, et cette autonomie pour se construire
de la raison, de la réflexion, elle a des conditions de possibilité. L'école, une certaine liberté dans les mœurs, entre les hommes et les femmes, de discussion, etc. Vous voyez ? Donc, il y a une espèce de contresens un peu que je dénonce sur la neutralité laïque. C'est pas une pure neutralité. Ce serait même une fausse neutralité, quelque part. Eh ben, disons, en tout cas, il faut la comprendre comme une neutralité en matière de religion, mais qui ne signifie pas une neutralité dans d'autres domaines. Sinon, sinon, on peut avoir une conception complètement relativiste de la neutralité. Vous voyez, on est neutre, tout se vaut, et donc toutes les croyances se valent, les croyances valent la science, etc. Vous voyez, il y a une espèce de conception de dérive sur la neutralité, sur ce que signifie la neutralité, qui finalement devient un relativisme où tout se vaut. Voyez ? Et on est beaucoup trop dans le tout se vaut aujourd'hui, on le sait, dans beaucoup de domaines. Allez, dernière ligne droite pour prendre la parole sur Sud Radio au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et vous continuez de nous appeler, de nous poser des questions et de poser des questions à notre invité Vincent Coussaudière. Je rappelle d'ailleurs le titre de son livre, Éloge de l'assimilation, critique de l'idéologie migratoire aux éditions du Rocher. Eh bien, on va faire un petit tour à La Rochelle pour donner la parole à Alain. Bonjour Alain. Oui, bonjour Alain. Oui, bonjour à tous. Merci de me donner la parole. Et puis, vos sujets là sont très intéressants, mais moi, je suis désolé pour votre invité. Je vais revenir au premier sujet, si vous le permettez. Allez-y. C'est le verdict qui a été rendu sur l'assassinat de Gisèle Halimi. De Sarah Halimi. Sarah Halimi, oui, pardon, excusez-moi. Et surtout sur son meurtrier. Alors voilà, je précise juste pour vos auditeurs que moi j'ai une formation de psychologue clinicien. J'ai fait jadis dans mes études en plus un mémoire sur l'expertise psychiatrique auprès des tribunaux. Donc je connais un petit peu la chose, vu que j'ai travaillé en plus en hôpital psychiatrique avec des patients dangereux. Donc voilà, et j'ai deux doutes en fait, deux doutes majeurs. C'est pour ça que ça me met très mal à l'aise ce jugement, parce que le premier doute, si vous voulez, quand vous connaissez un petit peu la bouffée délirante et que vous avez assisté à des bouffées délirantes, des épisodes aigus comme ça, il y a des confusions mentales, il y a des hallucinations, des fois il y en a pas, mais enfin tout est déconstruit, c'est assez typique. Et alors le parcours du meurtrier, par contre, lui, il est très construit. C'est-à-dire qu'il sort de la mosquée, il a une localisation de sa victime. En plus, il a une justification idéologique à un moment. Donc tout ça me paraît très construit. C'est pour ça que j'ai un doute profond sur le verdict qui a été rendu. Le deuxième argument dans cette histoire qui est encore plus majeur, si vous voulez, c'est que dans cet épisode, si vous voulez, le jugement qui est rendu, on dit bon, bouffée délirante et tout, moi je veux bien, mais il n'y a rien qui prouve, il n'y a aucun psychiatre qui peut prouver, et là je suis vraiment affirmatif sur ça, aucun psychiatre qui peut prouver que le moment du meurtre est sous bouffée délirante. C'est-à-dire, je m'explique en 3 secondes. Quand vous avez assisté à une bouffée délirante d'un patient dans une unité psychiatrique par exemple, si vous croisez le patient 3 minutes, mais n'importe quel psychiatre honnête vous le dira, si vous croisez le patient 3 minutes avant la bouffée délirante, et c'est justement le propre de la bouffée délirante, c'est que 3 minutes avant, il est tout à fait ordinaire. J'ai envie de dire, il y a pas, vous ne sentez rien, vous ne la voyez pas, parce que le propre de la bouffée délirante, c'est que la survenue, elle est particulièrement aiguë, elle est brutale. Donc ça veut dire que quand il y a le meurtre du meurtrier, donc de la dame là, ce meurtre-là, il n'y a rien qui peut prouver, si vous n'êtes pas dans la pièce au moment du meurtre, vous ne pouvez pas prouver qu'il est sous bouffée délirante. Surtout que ça a duré très longtemps. Hein. Ça a duré très longtemps. Oui, mais exactement. Et c'est surtout ça. Ça veut dire que la bouffée délirante, si bouffée délirante il y a eu, elle peut très bien survenir au moment de l'arrestation. Je comprends. Mais au moment du meurtre, si vous n'êtes pas là... Personne n'est là, pour vérifier. Mais exactement. Moi, quand j'ai assisté à des bouffées délirantes, je pouvais l'affirmer qu'il y avait une bouffée délirante pour les critères qu'on connaît et sur lesquels je ne vais pas m'étendre, mais parce que j'étais dans le bureau, parce que j'étais dans la pièce où la personne, effectivement, était sous bouffée délirante et on voyait la survenue brutale. Mais si vous n'assistez pas à ça, je le dis, j'affirme, et je ne comprends pas que le tribunal n'ait pas pris compte de ça, n'ait pas tenu compte de ça. C'est pour ça que j'ai vraiment des doutes sur
presque sur l'honnêteté de ce verdict rendu, parce que c'est un argument qui est imparable. Mais vous n'êtes pas le seul. Oui, vous n'êtes pas le seul à vous poser des questions. Surtout, voilà, on conclut à l'irresponsabilité pénale pour bouffée délirante et pour prise de cannabis. Vous voyez, bon, voilà, c'est effectivement, vous avez raison. Merci Alain. En tout cas, merci de vos éclaircissements et merci de votre expérience. C'est important de le redire, ça. Oui, on donne la parole à Renaud qui nous appelle de Seine-Saint-Denis. Bonjour Renaud. Oui, bonjour Clémence, bonjour André, et bonjour votre excellent invité Vincent Coussedière. Je voulais vous faire partager, André, à vous et à tous les auditeurs, un tweet quelque peu étonnant, pour ne pas dire plus, qui émane de Madame Valérie Pécresse, qui est présidente de la région d'Île-de-France, comme chacun le sait. Oui. Elle a publié le tweet suivant hier. « Plantu l'a imaginé, les Néerlandais l'ont fait. Vacciner les électeurs quand ils se rendent dans leur bureau de vote, un très bon dispositif pour augmenter la participation, entre guillemets, 82% aux législatives néerlandaises. Ça serait une belle initiative, point d'exclamation. » Eh bien voilà, écoutez... vous pensez que c'est premier degré ou second degré? Oui, dites-moi Renaud. C'est formidable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... on pourrait aller se faire vacciner tout en allant voter. Alors est-ce que, voilà, ça reste énigmatique, est-ce que c'est sous couvert de volontariat ou est-ce que le vaccin conditionnera la possibilité aux Français d'aller voter? Je rappelle que pour voter, il faut deux conditions, être majeur et être de nationalité française et disposer de ses droits civiques. Alors si en plus maintenant il faut qu'on soit vacciné, où va-t-on? C'est encore le délire total depuis plus d'un an. Alors, si les Français ne font rien, et comme le disait votre auditeur précédent un petit peu avant, en disant que les restaurateurs allaient mourir, si les Français ne vont pas dans la rue pour manifester, si ils n'écoutent pas la vraie opposition, je le rappelle, à part Nicolas Dupont-Aignan, Florian Philippot, Jean-Frédéric Poisson, et qui ai-je oublié, et François Asselineau, hormis cette opposition-là, personne n'a émis de doute sur les vaccins, etc., etc. Donc on va continuer. Les Français. Oui, attendez, Renaud, ils seront enfermés pendant. Bah écoutez, ça, je vais vous dire. 2022. Oui, Renaud, ça dépend des Français. Et après tout, je vais vous dire, je vous renvoie la chose, pas à vous, Renaud, simplement. Eh ben, si les Français ne descendent pas dans la rue, eh ben, tant pis pour eux. Hein. Je veux dire, oui, il faut le dire ça, hein, parce qu'il faut, il faut arrêter de, voilà. Je ne sais pas s'il y a X, Y ou Z qui défend la chose. Le problème, il est là. Maintenant, moi, là, une question que je pose, mais je vais demander aussi ce qu'il en pense à Vincent Coussedière. Je me demande si vraiment Valérie Pécresse, et c'est pas du tout pour la défendre, n'a pas dit ça au second degré. Parce que s'il aurait dit ça au premier degré, ça me paraît quand même assez étonnant de la part du responsable politique, mais tous les désespoirs sont permis. Vincent Coussedière, alors on va aller voter. Est-ce que ça fait partie aussi de cette nouvelle mouture? Est-ce qu'on va aller voter? Il faudra son certificat de vaccination pour aller voter. Alors je vais m'en sortir par une boutade à mon tour, si vous voulez, parce que j'ai l'impression que le problème, c'est que les Français sont déjà un petit peu vaccinés de l'élection elle-même, et particulièrement de l'élection régionale, n'est-ce pas? Qui est une élection qui rassemble quand même très très peu de votants. C'est une des élections avec les européennes où il y a le moins de participation, et elle apparaît aussi en même temps aujourd'hui de plus en plus comme un banc d'essai pour certains futurs candidats pour la présidentielle, si vous voulez. Ce que j'observe de manière assez sceptique, si vous voulez, parce que je ne pense pas qu'on se prépare à la présidentielle et qu'on ait à faire des preuves au niveau d'une présidentielle, forcément par des régionales ou par d'autres types d'élections locales. Tout ça, pour moi, n'est pas du tout dans l'optique de Gaulle, hein, à qui je me réfère souvent. Je suis gaulien, je dirais. Et je m'amuse un peu de ces gens qui se présentent parfois comme défenseurs de la nation, comme souverainistes, etc., et qui donnent une telle importance à des élections qui restent locales. Quand on connaît les compétences d'une région ou le budget d'une région, c'est pas extraordinaire. Donc c'est un impact essentiellement médiatique qu'ont les présidents de région, et ça m'amuse un peu, pour tout vous dire. Oui, mais est-ce que vous êtes, vous, parce que quand même, cet abstentionnisme global qui augmente de plus en plus, d'ailleurs on l'a vu pour les élections municipales et autres, c'est quand même assez préoccupant ou pas? Alors, oui, mais il faut différencier les échéances, puisque les deux élections où les Français votent le plus, même s'il y a une baisse, comme vous le sous-entendez, c'est quand même les présidentielles et les municipales. C'est là que les Français votent le plus. Sauf cette fois-ci. Là, les records ont été battus. Alors là, voilà, on évolue vers une abstention plus grande aux grandes échéances, mais... Non, vous savez, j'avais fait un éloge du populisme avant de faire l'éloge de l'assimilation. Le populisme, que j'appelle le populisme du peuple.
Le populiste, c'est celui qui parfois ne va pas voter parce que l'offre politique, effectivement, ne va plus dans le sens du bien commun, va voter blanc ou ne va pas voter. C'est pas quelque chose que je vais culpabiliser à l'extrême, parce que je pense qu'il y a une responsabilité de l'offre politique énorme là-dedans, si vous voulez. Alors c'est un défi démocratique, hein. Je ne me contente pas de cette situation, mais je ne suis pas là à faire de la morale aux gens, si vous voulez, en disant oui, allez voter, etc. Cette situation, c'est pas pour rien qu'elle est là. Regardez le sujet dont on parle depuis le début, cette question de l'immigration, de l'assimilation. C'est un serpent de mer. Depuis 40 ans, c'est sur la table. Et quelles sont les alternatives véritables par rapport à ça qui sont proposées, hein? Et donc, vous voyez, c'est aussi ce qui fait que les électeurs se détournent de ces échéances. Et vous l'avez résumé d'ailleurs quand on était hors antenne, il y a l'idéologie d'un côté, la peur de l'autre de la part d'un certain nombre de princes qui nous gouvernent, et c'est pas réjouissant. Renaud n'a pas tort quand il dit mais qu'est-ce qu'on attend pour bouger? Et c'est vrai que cette histoire du vaccin, elle a été très forte. En fait, c'est toute l'histoire de la démocratie représentative et du référendum. Vous êtes pour les référendums, vous-même? Je suis absolument pour les référendums. Je suis un admirateur de la démocratie suisse. Je suis un admirateur des votations populaires suisses. Souvent, on a peur d'utiliser le référendum parce qu'on dit voilà, les Français vont faire n'importe quoi, etc. Si on regarde comment les Suisses votent, il y a une certaine sagesse, hein, sur certaines questions. Ben voilà, par exemple sur les minarets, local aussi. Voilà, sur certaines questions, comme quand ils ont interdit les minarets. Alors tout de suite, on a dit voilà, ils sont racistes. Mais sur d'autres questions, sur l'immigration, ils restent ouvert à l'immigration, parce que la Suisse, je suis aussi admirateur de ce modèle par rapport à la question de l'immigration et de l'assimilation, car les Suisses ont une forte population étrangère. Simplement, ce sont des étrangers qui, comment dire, ont des qualifications, qui ne sont pas dans des boulots illégaux, etc., qui vivent bien du coup en Suisse, avec un droit des étrangers qui règle leurs droits, leurs devoirs. Mais par contre, les Suisses, sur la naturalisation, là, ils sont beaucoup plus exigeants. Et ils ont un système qui est le contraire du nôtre, c'est-à-dire que ça part d'en bas et ça monte. C'est-à-dire que c'est d'abord dans la commune que, voilà, on va s'assimiler, qu'on va être reconnu, et ensuite on va faire la démarche pour avoir la naturalisation. Alors que nous, on part de tout en haut, avec des dispositifs assez abstraits et conventionnels d'assimilation, connaître 2-3 dates de l'histoire de France, etc. Vous voyez. Donc la Suisse, par rapport à ça, a des leçons à nous donner. Vous n'êtes pas le seul, d'ailleurs. Notre jacobinisme dévastateur a fait quelques dégâts. Allez, rapidement, on va donner la parole à Dominique, qui nous appelle de Châtenay-Malabry. Bonjour Dominique. Oui, bonjour Dominique. Bonjour, je voulais remercier M. Bercow, votre invité, pour sa clarté de pensée et d'expression. Il débroussaille vraiment bien ce débat. Alors je reviens sur le débat assimilation, intégration, communautarisme. Et donc ma question elle est très simple, comment s'en sortir? Et j'ai envie d'ajouter comment s'en sortir de manière pacifique. Est-ce qu'il y a une solution? Il a donné la solution suisse. Bon, je pense pas qu'elle soit vraiment transposable à la France. Difficile. Au point où on en est. Voilà. C'est une question simple, hein, mais peut-être... Vincent Cousdière, alors, que faire, comme disait un certain Vladimir Ilitch? Alors, rapidement. Disons rapidement, je pense que déjà, il faut accepter qu'il va falloir du temps pour régler cette question, que nous avons fait des erreurs. Il va falloir accepter de revenir sur ces erreurs, mais en distinguant, si vous voulez, voilà, le court terme, le moyen terme et le long terme. C'est comme sur les questions climatiques, hein. Faut distinguer les niveaux. Et donc, dans un premier temps, moi je suis favorable à une politique de très grande réduction de l'immigration, dans un premier temps. Il n'y a pas photo. Il faut réduire les flux migratoires de manière drastique. Ouais. Relancer l'assimilation, car une grande partie aussi de nos populations d'origine immigrée s'étaient assimilées. C'est nous qui avons renoncé. Donc resserrer la vis à tous les niveaux, par tous les intermédiaires qui permettent l'assimilation. La famille, l'école, la religion dans la mesure où elle rentre dans la place qu'on lui donne dans une société laïque comme la nôtre, l'État, etc. Resserrer les boulons à tous les niveaux, avoir un mélange de fermeté et de main ouverte. Et j'avoue que c'est une tâche très très grande. Hein, et bien voilà un programme de gouvernement, on verra s'il deviendra commun. Et voilà, en tout cas, vous pouvez sûrement retrouver ce programme dans Éloge de l'assimilation aux éditions du Rocher. Merci Vincent Coussaudière, merci à tous. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast et sur YouTube. Et puis évidemment, Sud Radio continue avec Brigitte Lahaye. Cette question est posée. Et si chacun de nous, il y avait ce désir fou d'être de l'autre sexe, avec Philippe Arlin, sexologue et sexothérapeute, là aussi, vous pouvez réagir au 0826 300 300.